lui avons proposé comme thématique l'action politique comme devoir de culture. Un mot pour ancrer peut-être la parole de Luc dans ce qui a été son expérience et ses apports. Il est philosophe, mais c'est aussi un militant de l'action culturelle, je ne sais pas d'ailleurs si on doit employer ce terme, en tous les cas, une présence de l'expression dans des communautés ouvrières, dans des communautés syndicales, dans des communautés de langage. C'est aussi quelqu'un qui a accompagné aussi bien en Belgique qu'en France la réflexion sur la nécessaire réévaluation de l'éducation populaire qui a eu son temps à travers le mouvement associatif et syndical, et de lui redonner une force là où il travaille à Bruxelles, puisqu'il est aussi inspecteur de, je ne sais pas si exactement quel est l'intitulé, de la du ministère de la Culture, tout simplement. Je laisse la parole à elle au plus simple, mais ce ministère a subi tellement de changements terminologiques que je ne savais pas que vous alliez garder cette détermination. Donc, à toi, Luc, pour 35 minutes. Je pense qu'on aura un tout petit moment pour échanger, mais c'est surtout demain que l'échange doit se faire entre eux et nous. Merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous, surtout à toutes, hein, puisque nous étions beaucoup d'hommes. Donc, un salut particulier à l'autre dimension du monde. Alors, effectivement, je viens d'un pays, la Belgique francophone, où l'éducation populaire est le premier budget de la culture. Le premier. Et je viens d'un pays où l'on a adopté fin 2013 un décret qui refonde l'action des centres culturels. Et son article 2 dit ceci: un centre culturel augmente la capacité d'analyse, de débat, d'imagination et d'action des populations d'un territoire en recourant à des démarches participatives. Tout est presque dit là-dedans. En fait, ma conviction est qu'on est au bout d'une longue histoire du déploiement de la démocratie et des droits, et où la démocratie est au bord de la culture. En Belgique, nous avons eu un grand acteur et un grand penseur de la démocratie culturelle qui définissait la démocratie culturelle comme ceci: c'est rendre par l'action culturelle la société plus consciente d'elle-même. Ça me paraît magnifiquement dit. Mais alors aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, donc je me suis longuement interrogé sur le titre, hein, donc vous m'aviez chargé l'action politique comme devoir de culture. Et bien justement, en fait, c'était pas mal pensé, c'était même assez complexe. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais moi ça m'obsède tous les jours. Nos sociétés sont en panne d'ordre du jour. Si on pouvait faire un référendum tous les jours sur toutes les questions, je crois qu'on le ferait. Tout simplement parce que, enfin tout complexement, parce qu'effectivement, la difficulté contemporaine, la difficulté majeure de toutes les personnes qui sont les êtres humains dans le monde, la difficulté majeure est d'avoir une représentation du monde suffisamment unifiée, suffisamment stable et suffisamment commune qu'il puisse en parler aux autres. Ça me paraît être effectivement la manière la plus simple de caractériser le changement de régime, le basculement de régime en cours, c'est que le monde nous est difficilement représentable. Essayez, essayez près de vous, essayez dans votre association, essayez dans votre parti politique si vous en fréquentez encore un, essayez dans votre groupe syndical. La représentation du monde est devenue insaisissable. Vous pouvez prendre n'importe quelle variable. Prenez les grandes questions, comme la question du travail et de l'emploi, la question de l'école, donc de la transmission, la question de la ville, comment habiter ensemble le monde. Ces questions nous sont insaisissables. Et donc c'est
l'action politique n'a plus d'autre choix que celui de la culture. Puisque la représentation du monde est insaisissable, il est difficile d'imaginer faire autre chose que de donner priorité à la question du travail individuel et collectif, micro, méso et macro, sur les représentations du monde. Ça s'appelle un travail culturel. Par tous les moyens. Les moyens de la science, oui, les moyens de la création, les moyens de la créativité, les moyens de l'expression, les moyens de l'analyse, les moyens de la délibération. Tout ça sont des moments d'un travail culturel. Et donc, sauf à continuer de prendre des risques graves avec la démocratie politique, avec la démocratie comme régime, l'action politique est appelée, me semble-t-il, par l'état du monde à devoir se saisir en priorité de la question du travail sur les représentations du monde et donc d'un travail de culture. Ça, c'est le point de départ. Mais alors, travail de culture, il pourrait y avoir un malentendu. Comme en Belgique, en faisant ce décret, on a rencontré un conflit, plus qu'un dissensus, un conflit sur s'agit-il de consacrer le droit à la culture, notamment le droit à la participation à la vie culturelle, ou s'agit-il de consacrer les droits culturels? Je vais leur donner une définition plus personnelle. Les droits culturels, enfin que je prends essentiellement de tels travaux, les droits culturels comme dimension culturelle des droits civils et politiques, comme dimension culturelle des droits économiques, sociaux et culturels. Bref, une dimension de réflexivité partagée. Premier moment de la réflexion. Deuxième moment de la réflexion, mais donc, qu'est-ce qui est arrivé à la culture? Dans le temps, c'était tout de même pas ce que c'est aujourd'hui. Plutôt, qu'est-ce qui est arrivé? Et là, je m'inspire des travaux d'Alain Touraine, au paradigme de notre société, c'est-à-dire à la manière dont notre société se représente son centre de gravité. Dans un très beau texte publié en Belgique, Alain Touraine dit il y a, à la fin du XVIIIe siècle, le centre de gravité de notre société était clairement politique. La question était de sortir de l'ancien régime et d'entrer dans le nouveau. Et donc la question qui était essentielle était la question du pouvoir. Et la question d'un pouvoir partagé, c'est-à-dire d'entrer en démocratie. Là, 1789, révolution anglaise, américaine et française. Rapidement, on fait un saut de quelques 60 ans, rapidement, cette conflictualité centrée sur le politique et sur la question du pouvoir est mise en défaut par l'évolution de l'industrialisation et donc par l'émergence d'une conflictualité entre capital et travail avec ce que Donzelot appellera la nécessité d'inventer le social, puisqu'on n'est pas foutu de trouver un arbitrage positif entre démocratie politique et absence de démocratie économique. C'est Lamartine qui va à la tribune de l'Assemblée nationale en 1848 et qui dit à quoi sert d'avoir le droit de vote si on n'a pas de pain. Donc, deuxième époque, deuxième paradigme de notre histoire démocratique, le centre de gravité se déplace tendanciellement vers le conflit socio-économique et de l'action collective du mouvement ouvrier, né dans l'éducation populaire. Il fallait bien se parler les uns les autres pour fonder un syndicat, une mutuelle et une coopérative. L'action collective contraindra les acteurs du champ socio-économique et politique à un compromis. C'est un compromis, la force du compromis va mettre quasiment un siècle, 1848-1944. D'accord ? Ce qui naît de ces conflits, ce qui naît de cela, c'est le compromis qu'on appelle, en tout cas dans les sociétés nordiques, le compromis social-démocrate, et qui articule, croit-on, de manière harmonieuse, la croissance économique et le développement social. Donc, on est à l'aube des 30 qu'on a appelés
impudemment glorieuse. Glorieuse, justement, parce qu'elle s'appuyait sur des relations fort inégales à l'échelle de la planète, pour que depuis, on ait fait pire. Donc, fin des années 60, souvenez-vous de cette esquisse de mai 68 et surtout de cette esquisse dans les grèves de chez Lippe, dans les grèves des dockers, en Belgique, le ballet libéré, les sabliers marchands. On entend pourquoi continuer à perdre notre vie à la gagner. Hops, le troisième paradigme est né. Ben oui. Le troisième paradigme est né, c'est-à-dire que notre représentation du conflit central dans la société n'est plus la question du pouvoir, n'est plus la question de la répartition, il est la question du sens. C'est-à-dire que se battre, certes, pour travailler moins, certes, pour gagner mieux, mais si c'est pour gâcher notre vie, à quoi bon? Et il ne savait pas encore ce que le capitalisme allait inventer. Mais donc, troisième paradigme qui se renforce, qui enfle ces 50 dernières années, enfin 68, oui, ça fait bientôt 50 ans, qui est le paradigme culturel, le conflit central de nos sociétés, n'est plus le pouvoir, n'est plus la répartition, mais est le sens que l'on attribue au conflit du pouvoir et au conflit de la répartition. Donc ce n'est pas un sens qui se balade entre curés et prophètes, c'est un sens qui s'incarne. Et donc, quand on dit, si vous voulez l'endroit, l'action politique comme devoir de culture, ça a un autre sens que le premier sens. Le premier sens, il faut que l'action politique s'adonne à la culture. Très bien. Puis maintenant, on va voir, mais qu'est-ce que ça signifie pour la culture? Le travail de la culture, il est appelé à se faire politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les cloisons dans lesquelles le travail de la culture était enserré, la division du travail entre le champ économique, social et politique, et culturel, pardon. La division du travail entre ces trois champs et le politique. Cette division du travail est péricleuse. Et donc, s'engager dans un travail de culture, c'est interroger la question du développement socio-économique. C'est interroger l'évolution du compromis démocratique libéral dans nos sociétés. Donc, le travail de la culture, c'est un travail hors les murs, désormais. Et donc, troisième moment de la réflexion. Si le paradigme est culturel, c'est donc qu'il y a l'opportunité, si l'on veut éviter que l'insécurité dans laquelle on est nous conduise au pire, c'est-à-dire à la recherche du patriarche, de la vérité, de tout ce qui peut nous empêcher de penser, nous libérer de notre exigence de penser. Vous voyez ce que je veux dire. Si l'on veut éviter ça, si l'on veut éviter aussi qu'on nous économise ces problèmes par une marchandisation généralisée, que peut-on envisager, si ce n'est une démocratie approfondie par un exercice généralisé des droits culturels? Une démocratie approfondie par un exercice généralisé des droits culturels. Qu'est-ce que ça veut dire un exercice généralisé des droits culturels? Eh bien, ça concerne l'ensemble des droits culturels tels qu'ils sont magnifiquement définis. Je n'en connais pas de meilleure définition dans la déclaration de Fribourg, de faire porter l'exercice de ces droits culturels par les travailleurs dans les relations de travail, par les citoyens dans des relations de citoyenneté politique, sociale, économique et culturelle, et par, puisqu'on est dans une économie tertiaire, ce qu'on appelle, faute de mieux, les usagers, c'est-à-dire ceux qui participent des fonctions collectives alors qu'ils ne sont pas apparemment immédiatement les producteurs. Que quand nous participons aux soins de santé, c'est bien parce que nous participons à la santé, c'est-à-dire à notre rapport intime et extime à la santé. Et donc, le troisième moment de la réflexion, c'est il n'y a pas qu'une déception, une tristesse ou une
cette personne humaine, est l'auteur du récit. C'est ça le plus bel horizon de la démocratie. C'est que nous sommes auteurs de récits. Alors on peut pleurer la disparition des grands récits. On peut effectivement regretter qu'on ne puisse plus définir de manière claire et distincte ce qu'est le socialisme, ni même ce qu'est le libéralisme. Que le conservatisme lui-même a beaucoup de problèmes de définition, comme on le voit de tous côtés en Europe aujourd'hui. Et que même l'écologie politique, comme systémique, eh bien, empêche, elle aussi, de se reconnaître dans un récit qu'elle produit. Bref, chaque ensemble de personnes qui s'identifient à un récit s'identifie aujourd'hui à un chantier. Il y a d'ailleurs cette caractéristique de l'époque, tendance à voir se développer beaucoup mieux les contradictions à l'intérieur des ensembles qu'à l'extérieur. Ça, c'est évidemment un signe de difficulté des conflits. Vous voyez, de difficulté d'accoucher d'un conflit producteur. Mais alors, si ce n'est pas qu'une chanson de geste, un exercice généralisé des droits culturels, ça passe par quoi? Ben, ça passe par un renouveau de l'action collective, y compris du point de vue des autorités politiques, des autorités publiques. Il y a aujourd'hui un intérêt immense à penser l'exercice du pouvoir dans sa relation à l'action collective. Ça veut dire que l'exigence de l'éducation populaire, dont on parlait, mérite une fabuleuse actualité nouvelle. Christian Borel a écrit là-dessus une très belle page dans Le Monde il y a quelques années, en 2011, si mon souvenir est bon, qui s'appelait « Un immense besoin d'éducation populaire ». Il a très bien développé dans l'éducation populaire et les puissances d'agir. Et donc, évidemment, quand on parle d'éducation populaire, on ne parle pas nécessairement des associations qui ont vieilli dans le gréement d'après-guerre. Beaucoup ont d'ailleurs disparu ou se sont reconvertis à d'autres travaux d'insertion, d'accompagnement de la démocratisation de la culture. Mais donc, il nous faut repenser l'action collective. Et en particulier, l'articulation entre ce qui reste de l'action collective dans le syndicalisme, ce qui reste de l'action collective dans le mutualisme, ce qui reste de l'action collective dans le coopérativisme, et de le penser dans la recherche d'une alliance avec ceux qui portent l'action culturelle. C'est la seule manière, me semble-t-il, et j'en termine là-dessus, de chercher à définir ce que j'appellerais un conflit producteur. Un conflit producteur, ce serait probablement celui qui pourrait donner chair à l'exercice généralisé des droits culturels, c'est qu'il nous faut du temps. Il nous faut du temps. Je dis, démocratie approfondie, ça prend du temps. Ça prend du temps dans les relations de travail. Il faut libérer du temps dans les relations de travail pour penser les relations de travail et pas sous l'autorité patronale. De même, il faut libérer du temps pour développer l'expression, l'écoute, l'intelligence, la sensibilité de ceux que l'on définit pour l'instant, dans le pas très joli mot, d'usagers de fonctions collectives. Allez faire un séjour à l'hôpital et voyez où sont vos droits culturels à l'hôpital. C'est intéressant. Eh bien, ils sont consubstantiellement liés, votre difficulté d'exercer vos droits culturels à l'hôpital, avec la difficulté des aides-soignantes d'exercer leurs droits culturels. Jeu de massacre. Allez dans les écoles. Même jeu de massacre. Les enseignants qui enseignent tout seuls, par tranche de 50 minutes, les disciplines déconnectées les unes par rapport aux autres, dans des relations que Bernard de France, un philosophe de chez vous, appelait des relations de non-droit total, de non-droit dans l'enseignement.
Donc on peut investir comme ça toutes les fonctions collectives, toutes, et repérer que nous sommes encore au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge de la non-prise en compte de l'intelligence et de l'expérience des personnes et des collectifs. Il y a donc là un fabuleux horizon pour se battre, pour étendre la notion de congé d'éducation, étendre la notion de congé politique, permettre à des citoyens d'investir les écoles, permettre à des citoyens d'investir les hôpitaux, permettre à des citoyens d'investir leur commune, leur municipalité, enfin oui, on est en France, permettre que tout ce qui aménage, tout ce qui construit la vie commune puisse être pensé, qu'il puisse être nourri par des savoirs à élaborer ensemble. Alors ça, je crois que c'est la chance de notre époque. C'est la première fois que nous pouvons considérer que les grands récits ne portent pas, sauf le récit, le grand récit d'une démocratie approfondie. Est-ce qu'il y a un plus beau récit que ça? Moi, je ne pense pas, parce que c'est le seul, à même de se fonder sur l'égalité des humains, l'égalité non pas finale, après les êtres et les actes et les sup et tout ce que vous voulez, non, l'égalité initiale des humains. Les humains sont égaux. Et c'est bien parce qu'ils sont égaux que le grand récit d'une démocratie approfondie est le plus beau récit que notre époque puisse proposer.